Bonjour et bienvenue sur Europe Hebdo, votre revue de presse européenne hebdomadaire. Pour cette troisième semaine de 2026, la vie de l'Union revient sur le coup de force des États membres, sur le Mercosur, sur le recul d'Elon Musk concernant Grok, sur la réaction européenne concernant la répression iranienne, sur les chiffres de l'immigration irrégulière en 2025 et sur les résultats économiques de l'Union en 2025. Dans le club des 27, la Pologne voit un ancien ministre de la Justice en fuite et évite de justesse une panne générale. Le Danemark continue de se défendre contre les prétentions américaines sur le Groenland. L'Allemagne sort de la récession et Chypre est secouée par un scandale de corruption. Et chez nos chers voisins, la Géorgie continue ses condamnations politiques et la Commission européenne dévoile son plan pour l'aide à l'Ukraine. Passons sans plus attendre à la vie de l'Union. Commerce. Les États membres tentent le coup de force sur l'accord UE-Mercosur. Contre toute attente, le Conseil de l'UE, présidé par Chypre, a retiré la déclaration dans laquelle les États membres affirmaient attendre le vote du Parlement européen pour appliquer provisoirement l'accord. Une décision qui a provoqué la colère des eurodéputés et en particulier les eurodéputés français qui n'acceptent pas que le Parlement européen soit court-circuité sur un dossier aussi important et qui a provoqué des débats houleux tout au long de l'année 2025. Le traité a été signé samedi 17 janvier au Paraguay, mais pour qu'il s'applique provisoirement, il doit être ratifié par au moins un État membre, donc il doit être présenté aux parlements nationaux pour entrer en vigueur, et cela prendra quelques semaines. Pour tenter d'empêcher l'application provisoire de l'accord, le Parlement européen a inscrit à l'ordre du jour de la prochaine plénière, qui a lieu cette semaine, un débat et un vote le mercredi 21 janvier pour demander l'examen de conformité de l'accord au traité européen par la Cour de justice de l'Union européenne. Un tel recours suspendrait automatiquement la ratification de l'accord, le temps que la CJUE rende son avis. Mais le doute est permis concernant le Parti populaire européen, parti qui dispose du plus gros poids politique dans l'Assemblée parlementaire européenne et qui est assez favorable à l'accord puisqu'il concerne d'autres secteurs que l'agriculture, tels que les producteurs de vin et de spiritueux, les constructeurs automobiles et les industries pharmaceutiques, des secteurs qui souffrent particulièrement des guerres commerciales engagées avec la Chine et les États-Unis et qui cherchent donc des marchés pour écouler leurs produits. Ursula von der Leyen a d'ailleurs exhorté les eurodéputés du PPE à voter pour l'accord lors d'une réunion à huis clos avec son parti le 14 janvier. Elle déclare que si l'accord échoue, l'UE perdra toute sa crédibilité en tant qu'acteur mondial. Elle a tenté de défendre les ajustements apportés au texte, tels que les clauses de sauvegarde, les quotas et les clauses miroirs sur les pesticides et les traitements pour les animaux. La présidente de la Commission en a profité pour rappeler qu'elle a débloqué des fonds d'aide pour les agriculteurs européens. Son rival, le leader du groupe PPE, Manfred Weber, a demandé à ses troupes de considérer le vote pour un renvoi du texte vers la CJUE comme une question politique plutôt que judiciaire et demande de ne pas voter pour l'examen juridique du texte. Cette semaine de plénière s'annonce donc électrique. Numérique. Elon Musk forcé de faire marche arrière sur Grok après les critiques de la Commission européenne. En début de semaine, Ursula von der Leyen s'est dite consternée par le fait que l'intelligence artificielle de X, Grok, dénudait sur demande de certains utilisateurs des femmes et des enfants à partir de photos postées en ligne. La Commission n'a pas communiqué sur la façon dont elle envisage d'agir, mais elle entend ne pas en rester là si X ne change rien. Des États extérieurs à l'UE ont déjà pris des mesures. Le régulateur des communications au Royaume-Uni a ouvert une enquête et envisage même de bloquer X dans le pays. En Indonésie et en Malaisie, l'accès à Grok a été bloqué. Le mois dernier,
la Commission européenne avait infligé une amende de 120 millions d'euros pour manque de protection des mineurs, pour son manque d'action contre les risques systémiques et le refus de laisser l'accès à l'algorithme à des chercheurs dans le cadre du DSA. X avait réagi la semaine précédente en ne laissant l'accès à l'édition d'images qu'aux abonnés dotés de la coche bleue, une réaction cynique qui pousserait à appâter ceux qui voudraient y avoir accès en les faisant payer, ce qui ne rentre pas du tout dans la lutte contre les risques systémiques. Finalement, jeudi 15 janvier, Elon Musk a annoncé que X poserait des limitations à Grok en l'empêchant de modifier des images de personnes réelles. Cette restriction s'appliquera même aux abonnés payants. La Commission a pris note des mesures prises par X. L'exécutif européen conserve tous les enregistrements internes sur Grok jusqu'à fin 2026 dans le cadre du DSA et assure rester vigilante et n'hésitera pas à agir à nouveau. International, l'UE met la pression sur l'Iran et envisage des sanctions. Face à la répression sanglante doublée d'un blackout sur les moyens de communication décidé par les autorités iraniennes en réponse aux manifestants demandant la chute du régime théocratique, l'Union européenne veut envoyer un message clair au gouvernement iranien. Lundi 12 janvier, c'est le Parlement européen qui prend les premières mesures. La présidente du Parlement européen, Roberta Metsola, a annoncé que les diplomates européens étaient interdits d'entrer dans les locaux du Parlement, que ce soit à Bruxelles, Strasbourg ou Luxembourg. Par ces mesures, le Parlement européen entend dénoncer la répression et appliquer l'interdiction avec effet immédiat. La mesure a été prise sur la base de la sécurité et de l'inviolabilité des locaux inscrits dans le règlement intérieur de l'institution. Une mesure qui n'interdit pas aux eurodéputés de discuter avec des diplomates iraniens. La veille, le dimanche 11 janvier, la haute représentante aux affaires étrangères, Kaja Kallas, déclarait qu'elle travaillait sur un nouveau projet de sanctions à l'égard de l'Iran. Les Pays-Bas font pression pour que le corps des gardiens de la révolution islamique soit inscrit sur la liste des organisations terroristes et que les hauts responsables iraniens, qui sont à l'origine de la répression et des atteintes aux droits de l'homme, soient visés par des sanctions. Plusieurs États membres ont convoqué l'ambassadeur iranien sur leur territoire pour leur exprimer leur condamnation de la répression iranienne. La Belgique, l'Espagne, la Finlande et la République tchèque. Pêle-mêle, ils réclament le respect des droits de l'homme, le rétablissement des télécommunications et le respect par l'Iran de ses obligations internationales. Finalement, le jeudi 15 janvier, le service européen d'action extérieure, le service diplomatique de l'UE, a envoyé une proposition de paquet de sanctions concernant l'Iran. Ce paquet de sanctions viserait les responsables de la répression et les entreprises impliquées dans la fabrication de drones Shahed, vendus notamment à la Russie, qui s'en sert dans la guerre contre l'Ukraine. Le corps des gardiens de la révolution islamique n'est pas concerné, l'Espagne, la France et l'Italie ayant mis leur veto. Pourtant, cela couperait certains de ces financements placés en Europe, notamment dans 4 banques basées en Allemagne, et donnerait des leviers contre le contournement des sanctions via les crypto-monnaies. Le paquet de sanctions sera discuté le 29 janvier dans le cadre de la prochaine réunion des ministres des Affaires étrangères des 27 au sein du Conseil. Les représentants permanents des États membres défricheront le terrain dès cette semaine. Affaires intérieures, Frontex annonce une baisse des entrées irrégulières en 2025. Alors que l'extrême droite partout en Europe accuse les gouvernements et l'Union de ne rien faire contre, je cite, l'invasion migratoire, l'agence de garde-frontières européen Frontex a publié cette semaine son rapport sur 2025 et dit tout l'inverse. Le nombre d'entrées illégales sur le territoire de l'UE a chuté de plus d'un quart. Elles étaient de 240 000 en 2024, elles sont de 178 000 en 2025. Une baisse liée, d'après les experts, à une meilleure coopération entre États, entre les États et Frontex, mais aussi avec le voisinage proche, comme les pays des Balkans occidentaux
et les pays du Maghreb et du Machrek. La lutte contre les passeurs semble porter ses fruits. Face aux autocongratulations de Frontex et de la Commission, les associations d'aide aux migrants dénoncent l'externalisation de la lutte contre l'immigration à des pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, notamment la Libye, dont les conditions de détention sont très loin des standards européens. Pour ces associations, les risques se multiplient pour ceux qui recherchent un refuge politique pour échapper à la guerre et à la dictature dans leur pays et redoutent l'entrée en vigueur du pacte asile et migration qui devrait accentuer la tendance en juin 2026. Économie. Malgré les guerres commerciales, l'Union tient bon. Malgré une année traversée par les secousses géopolitiques et les guerres commerciales, la croissance de l'Union européenne s'est maintenue à 1% en 2025. Même si l'économie française tousse à cause de son instabilité politique et de son incapacité chronique à adopter un budget depuis la dissolution de 2024, la croissance européenne reste stable. Dans la zone euro, la croissance tourne autour d'1,5% et devrait être à 1% en 2026. Pas de quoi déclencher l'euphorie, mais de quoi éviter les inquiétudes. Un signe que l'économie européenne reste robuste face à un monde devenu extra-concurrentiel et où des partenaires commerciaux se sont transformés en concurrents. Des statistiques qui profitent largement d'une croissance exceptionnelle de l'Irlande, qui représente un peu plus de 3% du PIB de l'UE en 2025, grâce aux résultats exceptionnels enregistrés par les géants du numérique américains qui ont leur siège européen sur l'île. Sans l'Irlande, la croissance de la zone euro est de 1%. Des chiffres qui cachent la stagnation de l'économie allemande avec une croissance de 0,3%, idem pour l'Italie avec 0,6%. A l'inverse, l'Espagne démontre une santé économique exceptionnelle de 2,9%, suivie par le Portugal et la Grèce à 2%. La France s'en sort honorablement avec une croissance de 0,9%, malgré sa crise politique latente. Des chiffres positifs qui s'expliquent par la fin du choc inflationniste provoqué par la crise du Covid et la guerre en Ukraine, qui déclenche un retour du pouvoir d'achat avec une hausse d'1,2% de revenus disponibles en plus pour les ménages. Certains prévisionnistes estiment que cette hausse devrait se poursuivre en 2026 avec une hausse du revenu disponible de 1,5%. La fin de l'inflation a permis à la BCE de baisser les taux d'intérêt à 2%. Les droits de douane ont eu moins d'effet que prévu, ce qui s'explique notamment par le refus de l'UE de répliquer, qui a évité une escalade et un contexte imprévisible. Ils ne sont entrés en vigueur qu'en août, ce qui a permis aux entreprises d'anticiper et d'accélérer leurs exportations avant que les droits de douane ne s'appliquent. C'est l'indicateur à surveiller pour 2026. Dernier élément, le plan de relance allemand va réellement se faire sentir à partir de 2026 et pourrait faire redémarrer durablement l'économie allemande. Passons désormais au club des 27. Pologne, l'ancien ministre de la Justice Zbigniew Ziobro obtient l'asile de la Hongrie. Lundi 12 janvier, l'ancien procureur général de Pologne et ancien ministre de la Justice polonais de 2015 à 2023, Zbigniew Ziobro a annoncé avoir obtenu l'asile politique de la part de la Hongrie. Depuis le retour de Donald Tusk en tant que Premier ministre, il faisait l'objet d'une enquête pour abus de pouvoir et association de malfaiteurs qui couvre l'ensemble de la durée de son office en tant que ministre de la Justice. En novembre 2025, la Diète, la chambre basse du Parlement polonais, où il siégeait en tant que député du PIS, a levé son immunité parlementaire et délivré une autorisation de placement en détention provisoire. Zbigniew Ziobro a refusé de répondre à toutes les convocations judiciaires, considérant que les procédures judiciaires à son encontre sont des persécutions politiques à l'instigation du gouvernement. Il qualifie la politique du gouvernement Tusk de banditisme et déclare que c'est l'instauration lente d'une dictature en Pologne.
Pour rappel, Zbigniew Ziobro est l'architecte de la réforme judiciaire qui a valu une enquête pour infraction au traité européen et le déclenchement de l'article 7 pour l'atteinte à l'état de droit, le gouvernement PIS ayant pendant 2 mandats fait en sorte que la Cour constitutionnelle soit loyale à l'exécutif. Zbigniew Ziobro est par ailleurs accusé d'avoir détourné un fonds pour les victimes pour financer l'achat de plusieurs licences du logiciel espion Pegasus avec lequel les services de sécurité polonais surveillaient l'opposition. Zbigniew Ziobro encourait jusqu'à 25 ans de prison. La fuite en Hongrie a été dénoncée par le vice-ministre de la Défense, Cezary Tomczyk, comme un départ dans un pays qui soutient Vladimir Poutine. Le Premier ministre Donald Tusk, qui avait fait campagne lors des législatives de 2023 sur une remise à plat du système judiciaire et une mise en conformité de la justice polonaise avec le droit européen, est bloqué par le veto du président Karol Nawrocki. Un veto déjà utilisé par son prédécesseur Andrzej Duda. Pologne encore, une cyberattaque à 2 doigts de provoquer une panne électrique générale. Fin décembre, la Pologne a vécu une cyberattaque d'ampleur contre son réseau électrique. C'est le ministre du numérique Krzysztof Gawkowski qui en a fait l'annonce mardi 13 janvier. La cyberattaque qui visait la Pologne avait pour but de couper l'électricité dans tout le pays. Le ministre déclare que l'attaque porte la signature des hackers russes liés au Kremlin. L'attaque a pu être repoussée grâce aux services numériques polonais. Le ministre du numérique qualifie cette attaque d'une des plus grandes qu'ait connue le secteur énergétique ces dernières années. L'occasion de rappeler que la guerre hybride de la Russie contre l'UE se traduit avant tout par des actions visant à avoir un impact économique, psychologique, puisqu'une coupure de courant en plein hiver en Pologne pourrait avoir de graves conséquences et que cela dévoilerait les vulnérabilités du pays. Danemark, montée des tensions sur le Groenland avec les États-Unis. Depuis son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump réaffirme qu'il veut absolument s'emparer du Groenland pour des questions de sécurité nationale. Après presque un an de silence sur le sujet, occupé par les négociations de paix entre l'Ukraine et la Russie et entre Israël et la Palestine, Donald Trump revient à la charge sur l'île arctique. Dimanche 11 janvier, Donald Trump déclare que c'est une question de sécurité nationale puisque les flottes russes et chinoises multiplient les explorations dans l'Arctique. Le président américain ironise sur la défense du Groenland en disant qu'elle ne repose que sur 2 traîneaux de chiens. Il revendique un droit de propriété sur le Groenland et déclare que le fait que les Vikings aient posé le pied sur l'île il y a quelques siècles ne rendait pas le Danemark légitime de posséder le Groenland. D'après certaines indiscrétions, Donald Trump aurait demandé au commandement militaire de lui proposer plusieurs plans pour s'emparer du Groenland, validant ainsi le discours de la potentielle offensive militaire. Mais même dans son camp, on est un peu mal à l'aise à l'idée d'être menaçant à l'encontre d'un pays allié et les hauts gradés ne peuvent même pas imaginer attaquer un pays de l'OTAN. 2 projets de loi ont été déposés à la Chambre des représentants et au Sénat américain, 2 initiatives bipartisanes pour empêcher l'invasion d'un pays allié et interdire l'utilisation des fonds de défense pour occuper, annexer ou exercer un contrôle sur un allié de l'OTAN. Pour tenter de trouver un terrain d'entente, le ministre des Affaires étrangères danois, Lars Løkke Rasmussen, et son homologue groenlandaise, Viviane Motzfeldt, devaient rencontrer le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, mercredi. Mais surprise de dernière minute, le vice-président J.D. Vance s'est invité à la rencontre. Largement affaibli par la séquence vénézuélienne, puisqu'il est le tenant d'une ligne isolationniste, J.D. Vance tente de se replacer dans la course à la succession de Donald Trump, qui ne pourra de toute façon plus se représenter à la tête du pays en 2028, empêché par la Constitution d'être président au-delà de 2 mandats. Les enjeux sont multiples.
les États-Unis lorgnent sur les terres rares groenlandaises qui pourraient donner un coup de boost massif à l'industrie automobile et à l'industrie du numérique et plus particulièrement sur l'innovation liée à l'intelligence artificielle. Aussi, la fonte des glaces pourrait bien libérer les voies maritimes du pôle Nord. Les États-Unis voudraient assurer la sécurité des voies de passage entre océan Pacifique et océan Atlantique. Et last but not least, si la fonte des glaces se confirme, l'accès aux ressources sous-marines de l'Arctique pourrait faire l'objet d'un bras de fer avec la Russie et la Chine. Aux menaces américaines, le Danemark répond qu'il a investi 5,6 milliards d'euros pour la sécurité du Groenland en 2025, avec la construction d'un nouveau QG arctique dans la capitale groenlandaise, Nuuk, le déploiement d'une unité permanente et la création d'une unité spécialisée dans les interventions rapides. Le tout accompagné d'achats de 5 navires brise-glace, un système de drones pour renforcer la surveillance, l'installation de radars sur les côtes et la pose d'un câble sous-marin dans l'Atlantique Nord. L'aéroport de Kangerlussuaq et le port de Nuuk seront aménagés pour faciliter l'accès des forces armées. La première ministre danoise Mette Frederiksen estime que le Danemark devra investir en tout 12 milliards d'euros pour avoir une défense solide au Danemark. Donald Trump misait certainement sur une rupture entre le Danemark et le Groenland. Ils font finalement front commun. Le Groenland a un peu regretté de ne pas avoir été invité à toutes les réunions danoises, mais l'agressivité américaine a poussé Jens Frederik Nielsen, le Premier ministre groenlandais, à déclarer que s'il fallait choisir entre les États-Unis et le Danemark, il choisirait le Danemark. Une déclaration forte pour un homme qui milite pour l'indépendance du Groenland, mais tenant d'une ligne qui passerait par la voie diplomatique avec le Danemark. Mercredi 14 janvier, la réunion a eu lieu à la Maison-Blanche. Sans surprise, les deux parties en sont ressortis sur un désaccord total. Les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais ont tenté de défendre les partenariats qui lient le Danemark et les États-Unis, qui ne nécessitent pas la conquête du Groenland par les États-Unis. Il est prévu qu'un groupe de travail soit mis en place dans quelques semaines entre les États-Unis, le Danemark et le Groenland pour tenter de surmonter le désaccord et d'amorcer une désescalade verbale. Le ministre des Affaires étrangères groenlandaise, Viviane Motzfeldt, a déclaré que l'île était ouverte à un approfondissement des relations commerciales et diplomatiques avec les États-Unis, mais seulement en tant que partenaire et non comme un État des États-Unis. Face à une telle situation, d'autres États membres européens de l'OTAN veulent montrer leur soutien au Groenland et au Danemark. Le Danemark a annoncé un renforcement de sa présence militaire au Groenland et le ministre danois de la Défense a annoncé l'exercice de long terme Arctic Endurance. L'Allemagne, la France, la Norvège et la Suède ont décidé d'y envoyer des contingents et des équipements. D'autres pays les ont rejoints par la suite, comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas et la Belgique. La mission sera une mission d'observation. Les soldats sont arrivés le jeudi 15 janvier, au lendemain de la rencontre à la Maison-Blanche. Une façon de dire aux États-Unis que le versant européen de l'OTAN soutient le Danemark et ajoute un obstacle supplémentaire aux États-Unis. Seulement 17% des Américains approuvent le projet d'annexion et 71% sont contre l'usage de la force militaire à l'encontre du Groenland. Mais malgré tout, Donald Trump menace les pays européens qui participent à Arctic Endurance de nouveaux droits de douane. Toute cette séquence démontre que l'OTAN ne tient qu'à un fil. L'hégémonie américaine qui s'est exprimée par la mise sous pression des États membres l'été dernier, avec l'augmentation des contributions, se double aujourd'hui du fait que les États-Unis s'affranchissent complètement de la souveraineté de ses alliés, avec une menace militaire claire qui mettrait fin de facto à l'alliance militaire si elle venait à se concrétiser. Et sans parapluie atomique américain, certains pays européens seraient très vulnérables face à la menace russe. Allemagne.
L'économie sort de la récession en 2025, mais reste fragile. C'est un ouf de soulagement, la plus grande économie nationale européenne sort de la spirale récessionniste qu'elle connaît depuis la crise du Covid. Même si la croissance semble minime, évaluée entre 0,2 et 0,3% par l'Office fédéral de la statistique des Statis pour 2025. Depuis 2019, l'économie allemande était à l'arrêt et les prévisions sont tout à fait optimistes pour l'exercice 2026 puisque le plan de relance dans le secteur de la défense et dans les infrastructures devrait montrer ses premiers effets. De bons chiffres qui cachent encore les mauvais résultats des exportations qui baissent de 0,3%. C'est la troisième année de suite que les exportations baissent. Une baisse qui peut s'expliquer par les droits de douane américains, la valeur de l'euro extrêmement haute par rapport aux autres devises et la concurrence chinoise agressive. La Chine récupère des parts de marché là où l'Allemagne dominait depuis des années, ce qui a diminué la production de l'industrie allemande d'1,3% par rapport à 2024. Pire, l'Allemagne importe de plus en plus de produits de Chine avec une hausse de 8%. La consommation des ménages et les dépenses d'État sont les deux éléments principaux qui ont tracté la croissance allemande en 2025. C'est le secteur de la santé qui a le plus progressé, ce qui semble logique vu le vieillissement de la population allemande. Ce qui inquiète, c'est encore la frilosité des investisseurs. Et le plan de relance risque d'être un ballon d'air frais temporaire. Les entreprises demandent des mesures pour réduire le vieillissement de la population, le poids des normes et de la bureaucratie et le coût du travail et des énergies. Chypre, une vidéo controversée fragilise le gouvernement. C'est une affaire dont le pays aurait voulu se passer alors qu'il assure la présidence tournante du Conseil. Dans une vidéo publiée le 8 janvier sur X, des proches du président Nikos Christodoulides sont mis en scène avec des acteurs économiques de premier plan qui suggéraient un système de financement politique occulte et de contournement des sanctions européennes à l'encontre des oligarques russes. Prise en caméra cachée, la vidéo montre le chef de cabinet du président en train de discuter de la méthode de contournement des sanctions avec un PDG dans le secteur du bâtiment. Ils évoquent aussi les moyens de contourner le plafond des financements des partis politiques fixé à 1 million d'euros via des dons caritatifs en liquide. En contrepartie, le cabinet du président offrirait aux hommes d'affaires un accès privilégié au président. La vidéo semble indiquer que l'exécutif aurait couvert le contournement des sanctions par certaines entreprises. La vidéo a été analysée par des fact-checkers qui doutent de l'authenticité du document. D'abord parce que la vidéo a été publiée par un compte connu pour sa désinformation. Même s'ils n'ont pas observé de manipulation par intelligence artificielle, c'est le type de manœuvre dont est spécialiste la Russie. La vidéo a été publiée alors que l'exécutif chypriote tenait une conférence de presse dans le cadre de sa présidence et à 4 mois des législatives, ce qui renforce les soupçons d'ingérence. Chypre, qui avait des liens forts avec la Russie avant la guerre en Ukraine, a depuis pris ses distances avec le Kremlin. 43 000 sociétés écrans russes ont été fermées depuis 2018, ainsi que 126 000 comptes bancaires russes. Le président chypriote se dit serein. 2 enquêtes judiciaires ont été ouvertes et le gouvernement chypriote a demandé l'assistance des États-Unis, de la France, d'Israël et du Royaume-Uni. Le directeur de cabinet du président a présenté sa démission, tout comme la première dame qui a démissionné du comité de l'organisme indépendant de soutien social, le fonds cité dans la vidéo, qui fait l'objet de nombreux soupçons, surtout que le président a mis son veto à une loi demandant à rendre publics les noms des donateurs. Même si l'ingérence semble se confirmer, elle ne doit pas écarter les accusations de corruption que l'opposition juge systémiques. Le parti d'extrême droite, le Front populaire national, bénéficie déjà de 15% d'intention de vote, à égalité avec le TikToker complotiste pro-russe Fidias Panayotou, élu au Parlement européen en 2024.
Passons enfin à la rubrique Nos chers voisins. Géorgie, l'ancien Premier ministre Irakli Garibashvili, condamné à 5 ans de prison. Lundi 12 janvier, un tribunal géorgien a condamné l'ex-premier ministre Irakli Garibashvili à 5 ans de prison pour blanchiment d'argent. Considéré longtemps comme un proche de Bidzina Ivanishvili, fondateur de Rêve géorgien et oligarque qui influence le tournant autoritaire du pays, Garibashvili a souvent assisté Ivanishvili dans ses affaires. Il est devenu Premier ministre de 2013 à 2015, puis de 2021 à 2024. Cette procédure judiciaire est l'une des nombreuses affaires qui ciblent des personnalités politiques qui ont gravité dans les plus hautes sphères du pouvoir géorgien. Une purge qui semble indiquer que les rivalités au sein du parti au pouvoir sont en train de se conclure en écartant des concurrents. Irakli Garibashvili a avoué avoir perçu des revenus illégalement et a accepté une procédure de plaidé coupable lui permettant de réduire sa peine. Lors de l'enquête, les autorités ont retrouvé 6,5 millions de dollars chez lui. Les autres revenus illégaux étaient blanchis dans des achats de voitures et de patrimoine immobilier pour son père. Ces biens lui ont été confisqués. Outre cet épisode judiciaire, les Géorgiens continuent de manifester contre la dérive autoritaire entamée par le parti Rêve géorgien depuis sa victoire aux législatives de 2024. Avant même ces élections, la loi contre les agents de l'étranger et la loi dite de lutte contre la propagande LGBT étaient des signes avant-coureurs de ce tournant. Lundi 12 janvier, plusieurs milliers de personnes défilaient à Tbilissi pour demander la libération de la journaliste Mzia Amaglobeli pour le premier anniversaire de son arrestation. Elle est un symbole pro-européen. Fondatrice et rédactrice en chef du journal d'investigation Batumelebi, elle a été arrêtée lors d'une manifestation pro-européenne, accusée d'avoir porté des coups aux forces de l'ordre. Son journal multipliait les enquêtes sur la corruption qui entache le parti Rêve géorgien. Elle a été condamnée au mois d'août à 2 ans de prison. Ukraine. La Commission européenne dévoile son plan de 90 milliards d'euros destiné à financer l'Ukraine jusque fin 2027. Mercredi 14 janvier, la Commission européenne dévoilait officiellement son plan pour les 90 milliards d'euros qu'elle va octroyer à l'Ukraine pour qu'elle puisse financer son budget jusqu'à la fin de 2027. Au mois de décembre, les États membres de l'UE se sont penchés sur les solutions pour financer le budget ukrainien. La Commission européenne voulait saisir une partie des avoirs russes placés en Belgique, 140 des 210 milliards d'euros placés chez Euroclear, grâce à une pirouette juridique, le qualifiant juste d'emprunt avant de le transmettre à l'Ukraine. La Belgique, craignant de supporter seule l'effort de la saisie, a tout fait pour ne pas passer par cette voie, bien aidée par le manque de courage des autres États membres. La Commission a donc dû se résoudre à emprunter 90 milliards d'euros qu'elle transférera à l'Ukraine sous forme de prêts à taux zéro à rembourser uniquement si l'Ukraine obtient des réparations de guerre de la Russie. La Hongrie, la République tchèque et la Slovaquie ont demandé à être exemptées du prêt pour y consentir. Ce seront donc 24 États membres qui supporteront le poids du prêt à l'Ukraine. La Commission européenne pose les conditions du prêt en indiquant que 60 milliards d'euros serviront à l'achat d'aides militaires et les 30 milliards restants seront dédiés au soutien budgétaire général. Sur les 60 milliards d'aides militaires, les États membres ont voulu inclure une clause de préférence européenne. Cette clause couvre l'armement ukrainien, celui qui provient de l'UE ou de pays associés comme la Norvège. Une clause exceptionnelle permettra de se fournir auprès des États-Unis et du Royaume-Uni si l'industrie européenne est incapable de livrer dans des délais raisonnables. Pour les 30 milliards d'euros dédiés au budget, ils devront servir à la modernisation du pays et aux réformes. En clair, permettre la mise en place de lois qui permettront à l'Ukraine de s'approcher des critères pour entamer les négociations d'adhésion dans l'UE.
L'Ukraine devra donc renforcer son arsenal démocratique, ses instruments de contrôle du respect de l'état de droit et de lutte contre la corruption. Autant dire que si l'Ukraine ne tient pas ses promesses, elle ne verra pas l'argent. Mais l'Union européenne, avec ce prêt, ne couvre pas l'entièreté des besoins ukrainiens. L'Ukraine doit encore trouver 45 milliards d'euros pour boucler ses besoins jusque fin 2027. 35 milliards d'euros ont déjà été déboursés via les intérêts des fonds gelés dans les pays du G7. 9,7 milliards d'euros devraient provenir de pays extérieurs au G7 et le FMI apportera 8,1 milliards d'euros d'aide budgétaire. Les intérêts du prêt seront supportés par le budget de l'Union. Voilà, c'est ainsi que s'achève la 3e semaine européenne de 2026. Merci pour votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode, abonnez-vous sur votre plateforme préférée, que ce soit Spotify, Deezer, Apple Podcast, Amazon Music, YouTube ou YouTube Music, et n'oubliez pas d'y laisser votre avis, que ce soit en nombre d'étoiles ou en like. Pour ne rien rater des publications du podcast, suivez Europe Hebdo sur Facebook, Instagram et LinkedIn, et n'hésitez pas à liker, commenter et partager les publications pour en augmenter la visibilité. Si vous avez une remarque, une question ou une suggestion à faire pour le podcast, n'hésitez pas à vous inviter dans mes messages privés, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et si vous voulez dévorer le nouvel épisode du podcast dès sa sortie, abonnez-vous pour recevoir la newsletter du podcast, le lien est à retrouver en description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous lundi prochain, 17h30, sur Europe Hebdo.